Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Equinox ce soir. C'est en direct de Yaoundé. La dernière évaluation de la dette du Cameroun par la Caisse autonome d'amortissement qui en a la charge fait état d'un endettement du Cameroun à hauteur de 12 373 milliards de francs CFA, soit une hausse annuelle de 11%. De fait, en 2022 seulement, le Cameroun a décaissé 114,6 milliards de francs CFA à travers le mécanisme élargi des crédits et la facilité élargie des crédits dans le cadre du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Devant cette situation, des inquiétudes se font jour, notamment au sujet du risque de surendettement extérieur du Cameroun. Cela, même si les autorités soutiennent que le ratio de l'endettement reste loin du seuil des 70% du produit intérieur brut qui est prescrit dans le cadre communautaire de la CEMAC. Néanmoins, il y a lieu de s'interroger si la dette du Cameroun est bel et bien soutenable, si son utilisation est rationnelle et si finalement il est possible d'espérer sortir un jour du cycle de l'endettement. Trois invités nous font l'honneur d'être avec nous ce soir pour débattre de cette problématique. D'abord, bonsoir Aristide Aboudi Otou. Bonsoir aux téléspectateurs, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes journaliste au journal en ligne Investi au Cameroun. Vous vous occupez des questions économiques. En effet. Et bien d'autres sujets, tout ce qui touche l'économie de la sous-région. La finance, oui, du Cameroun, de la sous-région. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir sur le plateau d'Equinox ce soir. À vos côtés, nous avons M. Maurice Kemo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonsoir les companistes et puis bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Alors, vous êtes fiscaliste, comptable et fiscaliste et aussi en charge des relations TV pour le compte du MRC dans la région du centre. Absolument, je dirige un cabinet comptable et fiscal depuis une dizaine d'années et donc je suis également membre du MRC depuis 2013, notamment au secrétariat national en charge de la communication. Et cela dit, j'occupe le poste justement de chargé des relations TV pour la région du centre. Voilà. Merci encore d'être venu. Avec nous également ce soir, Sa Majesté Patrick Ondondo. Bonsoir, vous êtes du RDPC, pas du MRC encore. Vous êtes du RDPC et vous êtes l'un des communicants du parti au pouvoir. Bonsoir, monsieur Guizogo. Vous me voyez très amusé. Bonsoir aux co-panélistes. Je me félicite de la qualité, n'est-ce pas, des co-discutants que vous avez engagés aujourd'hui. Il sera question beaucoup plus des affaires techniques, des problèmes techniques, des problèmes de développement au Cameroun. Je suis sûr, il ne sera pas question des insultes que certains font. Parce que connaissant monsieur Maurice Kemou et monsieur Aboudi, ils sont essentiellement constructifs. Bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs qui vous suivent chaque jour. Et merci de nous avoir invités, de nous permettre, au sein du parti RDPC, de nous exprimer sur les problèmes, n'est-ce pas, qui concernent l'économie de notre pays et qui nous tiennent à cœur. Oui. Merci bien, Majesté Patrick Ondondo. Tout à l'heure, à 19h55, nous observerons une halte pour retourner à Douala, où nous suivrons le journal en direct sur Equinox Télévision, présenté par Julienne Bissaï. Alors, nous entrons dans le vif de ce sujet. Aristide Aboudi Otou, l'état de la dette du Cameroun aujourd'hui, globalement, c'est quoi? C'est vrai qu'on a eu ce rendu de la Caisse autonome d'amortissement. Oui, la Caisse autonome d'amortissement qui fait, disons, une photographie de la dette du Cameroun à fin septembre 2022, l'estime, comme vous l'avez dit, à plus de 12 300 milliards de francs CFA. Il faut comprendre que là-dedans, on a ce qu'on appelle la dette centrale, de l'administration centrale, c'est-à-dire qui est la dette de l'État central, c'est-à-dire exclut les entreprises privées, publiques même, oui. Et les collectivités territoriales décentralisées qui représentent aussi l'État. Donc, la dette centrale est à peu près représente 92,8% de ce montant-là, et le reste, c'est la dette due par les entreprises publiques. On est encore en train d'évaluer la dette due par les
collectivités territoriales décentralisées, donc on ne l'intègre pas encore dans même si on a avancé quand même un chiffre de 10 milliards à peu près. Oui, mais ça reste très significatif. Voilà, par rapport à... Donc le chiffre devrait être plus conséquent encore. Oui, quand on va terminer les recensements. Donc, maintenant, l'autre chose qu'on peut en dire, c'est que cette hausse de la dette est quand même la conséquence de plusieurs facteurs, notamment des facteurs conjoncturels, c'est-à-dire notamment des facteurs sur lesquels l'État du Cameroun ne peut pas agir. Parce que lorsque vous avez une fluctuation du dollar, une appréciation du dollar par rapport... Une appréciation d'abord. Une appréciation du dollar par rapport au franc CFA. Voilà, donc d'abord par rapport à l'euro. Oui, dépréciation du franc CFA. Voilà, on a donc dépréciation du franc CFA, ce qui, selon la Caisse autonome d'amortissement, a quand même augmenté le stock de la dette de 488 milliards à peu près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que notre stock de la dette a augmenté de 488 milliards du simple fait que notre monnaie, ou alors l'euro sur lequel nous sommes arrimés, s'est déprécié par rapport au dollar qui représente à peu près 21% du stock de notre dette. C'est-à-dire le stock de notre dette, à peu près à hauteur de 21%, est libellé en dollars. Donc il y a cette explication-là qu'il faut intégrer. Et puis, bon, l'autre explication, c'est que de manière globale, dans le monde, l'endettement a augmenté. Du fait notamment d'abord de la crise Covid-19. Voilà, où tout le monde était pris de court et les États, vous avez vu en France, Macron a dit quoi qu'il en coûte. Voilà, donc il fallait bien s'endetter. Voilà, par exemple, on n'avait pas prévu de dépenser en 2020 180 milliards pour les questions de profit. On a dû trouver cela et ça a généré un emprunt. Donc, il y a ces questions conjoncturelles là qui expliquent la hausse de la dette. Et pour moi, contrairement à beaucoup, pour moi, la dette n'est pas en soi un problème. La dette, c'est un outil de développement. Le problème, c'est... Oui, nous y viendrons. Voilà. La question, c'est la photographie qu'on fait de la dette du Cameroun aujourd'hui. Donc, à 45,8% du PIB, avec un impact des fluctuations qui ne sont pas définitives, une fluctuation. Parce que dans un an, l'euro peut se réapprécier par rapport au dollar et ce stock-là va encore... Donc vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une photographie d'un instant du stock de la dette qui varie selon plusieurs paramètres. Ce n'est pas forcément le fait de l'État de s'être endetté un peu trop. Voilà. Et même pour moi, ça reste raisonnable. Voilà, nous sommes à 45,8% du PIB. Loin des 70%. Au-delà des taux communautaires. Ces 70% là même. Ils sont assez indicatifs. C'est juste une indication. Pour moi, ce n'est même pas techniquement. Ça ne veut rien dire. Mais c'est quand même un argument qui est beaucoup utilisé. Oui, mais ce seuil de 70% techniquement ne veut rien dire pour moi. Parce qu'il repose sur quoi? Sur qu'est-ce qui nous amène à décider qu'à partir de 70% du PIB, une dette est devenue problématique. Ça repose sur quoi? Une dette, de mon point de vue, peut avoir... On peut même être à 20% du PIB et avoir des problèmes. Donc ce seuil de 70% là, pour moi, il ne représente rien. Il y a des pays qui sont endettés à 220%. Par exemple, comme le Japon, sans que ça nous constitue en soi un problème. Les États-Unis même aussi. Les États-Unis ont dépassé les 130%. Le stock de leur dette est de 31 400 milliards de dollars. Donc, ce n'est même pas chiffrable en francs CFA. Donc, pour moi, en soi, la dette n'est pas un problème parce que la dette, c'est un outil de développement. On y reviendra. Maintenant, on va voir comment... quels sont les problèmes du Cameroun ou les défis du Cameroun par rapport à l'utilisation de la dette. Ça, c'est une question qu'on abordera, bien sûr. Alors, M. Maurice Kemo, la dette du Cameroun, comment vous la voyez? Écoutez, certains vous disent dans le gouvernement que c'est une dette qui est encore soutenable. Et comme M. Aboudi l'a dit, c'est justement parce qu'il compare, c'est-à-dire ils font le ratio de cette dette-là par rapport au pourcentage du PIB.
Mais je me dis, c'est pas la notion qu'il faut voir, parce que bon, il a bien dit dire que pour lui, ça ne signifie rien. Pour moi également, sur ce plateau, ramener le pourcentage de la dette par rapport au PIB ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que cet indicateur-là est farfelu. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que il y a justement des pays qui sont endettés à plus de 200% du PIB, comme le Japon, mais leur dette est encore soutenable. Pourquoi? Et je vais vous dire, c'est parce que la dette est libellée en monnaie nationale. Et non en devise. Oui. Or, dans notre cas, à plus de 92,8%, on a une dette extérieure, donc libellée dans la monnaie des autres. Oui. Or, si vous avez une dette qui est configurée de cette manière-là, il va de soi que vous dépendez de l'extérieur et notamment de vos exportations, parce que en réalité, ce sont les exportations que vous faites qui ramènent ce qu'on appelle les devises, et donc vous pouvez utiliser ces devises-là pour rembourser votre dette. Sauf que à regarder également la configuration de notre économie, on peut très bien constater que le Cameroun exporte pratiquement rien. C'est-à-dire que quand vous regardez le taux de croissance en termes d'exportation, nous sommes à moins de 3%. Et donc aujourd'hui, on peut se dire que cette dette-là pose problème parce que on ne contrôle pas justement les mécanismes de remboursement, notamment la fluctuation des taux. Parce que en même temps, notre monnaie est arrimée au franc CFA. Franc CFA qui est une monnaie coloniale, parce qu'il faut le dire, une monnaie coloniale contrôlée par la France depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que cette monnaie a été créée par De Gaulle le 26 décembre 1945, justement pour contrôler les économies africaines. Et aujourd'hui, le principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si notre dette peut fluctuer de plus de 400 milliards de francs CFA, c'est justement parce qu'on ne maîtrise pas un principe de la zone franc CFA qui est celui de la fixité des parités. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que $1 égale à pratiquement 500 francs CFA. Mais il faut quand même dire que notre monnaie est plus arrimée à l'euro. C'est-à-dire qu'on va vous dire que la fixité des parités vous dit que 1 euro égale à 655,957 francs CFA. Et ça ne change pas. Cette fixité a des conséquences sur notre économie. Parce que regardez, et pour prendre un exemple pour que vous voyez bien, c'est que les événements qu'il y a eu aux États-Unis en septembre 2001, quand on a touché les taux du Wall Street Center, l'économie américaine a chuté. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont baissé la valeur du dollar pour relever leur économie. Et comment ça s'explique? Ils ont dévalué. Voilà, ils ont dévalué en fait. C'est aussi une politique très chinoise. Absolument. C'est-à-dire qu'ils dévaluent leur monnaie pour relever leur économie. Et comment ça s'observe? Ça veut dire que, supposez qu'il y a une parité entre l'euro et le franc CFA. C'est une supposition. À l'époque, d'ailleurs, c'était ce qu'on observait. C'est-à-dire que si $1 égale à 1 euro, ça veut dire une pomme qui coûte en France 1 euro, quand elle va aux États-Unis, elle coûte $1 parce qu'il y a une fixité de parité. Tout à fait. Mais maintenant, les Américains baissent leur dollar et vous avez pratiquement l'euro qui est égal à 0,86 $. Ça fait que la même pomme qui quitte en France, qui va aux États-Unis, coûte 0,86 $. Quelle pomme le citoyen va acheter sur le marché? La pomme américaine, vous comprenez un peu? Enfin, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que la pomme européenne coûte plus cher aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait baissé pratiquement à 50%. C'est-à-dire que la pomme européenne, quand elle arrive aux États-Unis, elle coûte pratiquement 1,5 $. Or, elle est en compétition sur le marché américain avec des pommes qui coûtent $1. Ça fait que le citoyen va acheter la pomme américaine et la pomme européenne va rentrer. Or, quand la pomme américaine va aller en Europe, elle va coûter moins d'1 euro, donc 0,86 €. Elle sera toujours compétitive. Absolument. Donc, on peut baisser la valeur
de sa monnaie pour relever son économie. Sauf Oui, que dans notre contexte-là, absolument, sauf que dans notre contexte, on ne contrôle pas parce qu'en même temps, peut-être dans le cours de l'émission, vous parlez de la question du poids de la monnaie, mais absolument, qui ne permet pas de contrôler l'endettement. Absolument, parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les conseils d'administration des banques africaines, justement, la France a encore la main mise à travers ce qu'on appelle les droits de veto. Oui. Alors, vous vouliez réagir à vous dire que Sa Majesté va parler. Ce que je veux dire, c'est que faisons le débat de manière globale. C'est-à-dire, cette situation-là, pour l'instant, est pénalisante. Mais pourquoi on ne fait jamais le débat lorsque l'euro, n'est-ce pas, est plus fort que le dollar et rabaisse le stock de notre dette? Est-ce qu'on fait souvent le débat? Vous ne vous avez jamais appelé ici pour dire que du fait de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar, le stock de notre dette a baissé de 500 milliards. On n'a jamais fait ce débat. Il faut voir la dette, il faut voir les trains vous qui arrivent comprenez? en retard. Donc, oui, ce que je veux simplement dire que ce sont des situations, si on veut peser l'avantage, c'est-à-dire si on veut apprécier complètement la situation, il faut regarder au moment où le dollar s'apprécie, mais il faut aussi regarder au moment où le dollar se déprécie et tirer les avantages et les inconvénients. Mais qu'à cela ne tienne, le débat, il me semble, n'est pas sur la monnaie. Absolument. Voilà. Il faudrait quand même le préciser. Peut-être qu'on fera une ouverture. On fera une ouverture sur la question du remboursement de la dette, peut-être sortir du cycle de cet endettement. Ça, c'est une possibilité, effectivement, à ce moment-là, de mettre la question du franc CFA au cœur de ce débat. Majesté Patrick Ondondo, votre regard? Le regard que nous avons, c'est qu'il faut ramener, n'est-ce pas, le problème au niveau du citoyen, du petit citoyen que nous sommes. L'état de la dette du Cameroun, on l'a dit, la dette c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de toutes les sommes que l'État doit vis-à-vis des États extérieurs, vis-à-vis des communautés, vis-à-vis même des collectivités, des banques, vis-à-vis des institutions comme les banques. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous l'avons estimé que le Cameroun est endetté à hauteur de 12 500, parce que c'est plus de... Oui, c'est plus de 12 390. C'est un peu plus. Donc, c'est à 45%, n'est-ce pas, du PIB. Et que le taux d'inquiétude est estimé, n'est-ce pas, à 70%. Moi, je crois que je préfère me tenir, n'est-ce pas, les chiffres de 70% comme un seuil, n'est-ce pas, d'inquiétude en ce qui concerne notre dette. Notre dette, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que le problème de monnaie que nous avons, certes, il a une influence, n'est-ce pas, dans la capacité de monter les dettes ou de les descendre, mais toujours est-il que la chance que nous avons, c'est que la monnaie, le CFA, bien que nous la dénigrons, n'est-ce pas, cette monnaie est arrimée à l'euro, qui est une monnaie stable. Donc, les différentes fluctuations sur le plan international, n'est-ce pas, se passent souvent, n'est-ce pas, à travers la monnaie de l'euro, qui est arrimée, n'est-ce pas, au franc CFA. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Cameroun peut soutenir, n'est-ce pas, parce qu'on a parlé de la soutenabilité, n'est-ce pas, bien sûr, de cette dette. Je crois que j'ai pris la peine, n'est-ce pas, d'apporter quelques chiffres qui montrent que le Cameroun, n'est-ce pas, malgré le montant qui est celui de 12 500 milliards, peut, n'est-ce pas, soutenir, parce que lorsqu'on voit qu'au mois de janvier, on a procédé, n'est-ce pas, au remboursement de 29 milliards, février 39 milliards, mars 42 milliards, avril, ça fait un montant au jour d'aujourd'hui estimé, nous sommes au premier, estimé pratiquement à 131 milliards depuis le début de l'année. Donc, ça signifie que, bien que le Cameroun, n'est-ce pas, s'endette,
mais le Cameroun a la capacité, l'économie camerounaise, n'est-ce pas, a la capacité, n'est-ce pas, de soutenir, de rembourser, n'est-ce pas, les dettes. Non, effectivement, cet aspect-là, nous l'aborderons. Voilà, tout à fait. Nous faisons d'abord une photographie de la dette du Cameroun, extérieure comme intérieure, exactement. Et puis nous passerons à ce que ça, ce sont des solutions que nous allons bien sûr évoquer dans ce débat. Alors, maintenant que nous avons fait cette photographie de la dette du Cameroun, il faudrait quand même s'arrêter un instant sur les raisons de l'endettement. On l'avait un peu brossé tout à l'heure dans votre première sortie. On avait brossé les raisons de cet endettement, mais quand même, il y a une étude qui a été faite par M. Fundam qui démontre que sur l'endettement du Cameroun, qui démontre que depuis les années 80, après une politique prudente d'endettement du Cameroun dans les années 70 et 80, à partir du milieu des années 80, on a connu quand même une accélération de l'endettement du Cameroun. Alors, les raisons sont forcément... Il existe des raisons de cet endettement, Abou Diotou. Quelles sont-elles? Bon, alors, sincèrement, c'est une posture qui m'interroge toujours. La posture de percevoir la dette dans son absolu comme un problème. Ça, pour moi, d'abord, ce n'est pas une posture économique, ça. Parce que la dette... On a besoin de dette? Oui, la dette n'est pas un problème. Oui. La dette est un levier. Tout à fait. Est un instrument de développement. D'abord, ça dit que cette perception négative de la dette, moi, je la combats. Oui. Voilà, donc, de manière globale, la dette est un instrument... Mais c'est un constat, quand même. Mais c'est un constat qu'il y a eu un endettement qui a été fait. Peut-être que c'est celui-là qu'il faut évoquer, justement. Les raisons de l'endettement. Mais si l'endettement s'accélère... Pour simplifier le problème, on fait des emprunts. Oui. On fait des emprunts pour développer le pays. Ça peut être lié, n'est-ce pas, des emprunts avec la Banque islamique, la Banque africaine de développement, ou d'autres pays qui sont, n'est-ce pas, le Fonds monétaire international. Oui. Ça peut être pour les problèmes de route, ça peut être pour les problèmes de développement des infrastructures. Oui. C'est pour cela, c'est à ça que servent les emprunts que nous prenons. C'est ça qui fait qu'il y ait dettes. Les dettes sont prises pour essentiellement des projets de développement. Je crois que c'est plus simple que ça. Donc j'étais en train de dire que en soi, la dette n'est pas un problème. Alors, bon, oui, on a noté une accélération, mais cette accélération, de mon point de vue, est colorée avec une volonté politique des autorités en place de conduire des grands projets de développement, etc. Le problème, en réalité, c'est la qualité de la dette. Hein? Et la qualité de la dette, c'est quoi? C'est le processus. Hein? C'est la qualité du processus, dès l'idée de projet jusqu'à la contraction de la dette. C'est là où le Cameroun a des problèmes. C'est pourquoi, par exemple, quand vous regardez le rapport de la CAA, on vous dit que notre portefeuille de projet est mature à 130, non, est vieux à 131%, parce que mature peut prêter à confusion avec maturité en termes de qualité de projet, est vieux de 131%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les délais pour ce portefeuille-là ont totalement été consommés à 100%, et puis ont débordé de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à exécuter nos projets dans les délais requis. Mais c'est ce qu'on voit par exemple avec les barrages. Voilà, et donc en matière d'endettement, ça crée un problème. Parce que, pourquoi ça crée un problème? Parce que vous avez des situations où on a contracté un prêt alors qu'un projet n'était pas mature. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'était pas seulement l'argent qui nous manquait pour réaliser le projet au moment où nous sommes allés chercher l'argent. Du coup, nous commençons à payer les intérêts d'une dette alors qu'on ne l'a pas encore utilisé. Alors que le projet n'est pas encore exploité. Voilà. Pourquoi? Parce que alors qu'on a pris la dette, on n'avait pas encore recensé les personnes à indemniser. On n'a même pas mis un budget de côté pour indemniser ces personnes.
on n'avait même pas fait les études. L'étude d'impact environnemental. On n'avait pas. Or, quand je dis que la dette, c'est un outil de développement, ça veut dire quoi? Quand vous vous endettez et que vous investissiez et que l'investissement produit les résultats escomptés, ça vous donne à la fois les moyens de pouvoir rembourser votre dette puisque ça génère un impact sur l'économie. Par exemple, si on avait si Menveleu avait été prêt en 2015 comme il était prévu, on ne serait pas en ce moment-ci en train de vivre des stages parce qu'on veut connecter Menveleu au réseau interconnecté Sud. Or, ce décalage-là fait que le bénéfice que l'économie aurait pu avoir de Menveleu et générer dans l'activité qui aurait donné à la fois à l'État l'argent de rembourser le crédit et à l'économie de créer les emplois, ainsi de suite, ce gain-là est différé. Vous voyez? Donc, voilà les problèmes que le Cameroun a dans son endettement. Du coup, on a un solde, un volume de ce qu'on appelle SENS, les soldes engagés, c'est-à-dire l'argent que nous avons emprunté et que nous n'avons pas décaissé, qui est quand même important, qui frôle les 4 000 milliards. C'est vrai que dans ces 4 000 milliards, tout l'argent n'est pas problématique parce que les projets sont faits pour être décaissés progressivement. Mais un bon volume de cet argent aurait déjà dû être décaissé depuis pour servir à la réalisation des projets. De mon point de vue, voilà le problème que le Cameroun a. C'est-à-dire le Cameroun a un problème dans le processus qui conduit à l'endettement. On contracte des dettes avant que nous soyons prêts à utiliser l'argent des dettes que nous allons contracter. Et du coup, la dette elle-même n'est pas forcément bien utilisée. Voilà, elle devient tout à fait inefficace. Et donc, on n'a plus les moyens de... Ou bien, on a... c'est-à-dire, les moyens pour la rembourser aussi tardent à arriver. Voilà pour moi les problèmes essentiels dans l'endettement du Cameroun. Sur cette question-là, c'est-à-dire que les raisons de l'endettement du Cameroun, on voit quand même une certaine accélération. Bien sûr. Elle est justifiée, à votre avis? Non, du tout. C'est-à-dire que ce qui inquiète justement les FMI d'ailleurs, c'est l'accélération de cette dette sur une courte période. C'est-à-dire que de 2015 jusqu'à maintenant, on a observé que la dette est allée de manière exponentielle. Vous voyez un peu. Et donc, dans une économie ouverte, la dette, dans une économie libérale comme la nôtre, la dette n'est pas censée être un problème. C'est bien que vous posez donc la question de l'utilisation de cette dette-là. Et on a l'impression, justement, en observant la structure de notre économie, que les gens pensent plus à manger, à détourner qu'à investir. C'est-à-dire que quand ils prennent des dettes, ce que moi j'appelle des dettes improductives, parce que la dette devient rentable quand, si vous construisez l'autoroute Douala-Yaoundé et que vous la construisez, cette autoroute-là, dans les délais, et que les populations peuvent utiliser cette route, les rentabilités, c'est ce que les populations payent sur la route pour utiliser la voie publique. Ça veut dire que sur un délai court, on peut rentabiliser la route. Mais quand vous prenez une dette, outre mesure, pour mettre sous forme de subvention dans des entreprises qui sont censées être performantes, par exemple, cette dette-là est-elle de nature à améliorer la situation de vie des Camerounais? Prenons quelques entreprises. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, une partie de cette dette sert essentiellement à subventionner des entreprises qui sont censées être performantes. Quand vous prenez une entreprise comme Camerco, parlons-en, où on vous dit qu'il faut un peu plus de 100 milliards pour faire fonctionner Camerco aujourd'hui. D'ailleurs, comme la majorité des entreprises publiques, parce que si vous prenez Camtel, on va vous parler d'une trentaine de milliards, le chantier naval, une dizaine de milliards, etc. Donc, en réalité, vous observez que dans notre environnement, les entreprises publiques sont des gouffres à sous. Et donc, on prend des dettes, on met sous forme de subventions dans des entreprises où, en réalité, on n'a pas mis les bases réelles
de la production de ce qu'on appelle la valeur ajoutée en économie. Et aujourd'hui, on finance une entreprise comme Camerco où tout le monde vole, sauf les avions. C'est-à-dire que quand vous regardez la structure de Camerco aujourd'hui, vous vous dites, mais... mais le top management, vous accusez le top management de vol. Moi, je ne l'accuse pas. C'est-à-dire qu'à travers les chiffres, on peut observer il n'y a pas eu de négociation dans ce sens. À travers les chiffres aujourd'hui, on peut observer effectivement que une entreprise aérienne comme Camerco, qui pour moi est une entreprise terrestre, parce que rien ne vole là-bas, vous dites qu'il y a des indicateurs universels de l'évaluation de ce qu'on appelle l'efficacité d'une entreprise, la performance d'une entreprise, que ce soit du point de vue de son endettement, de sa capitalisation ou bien même du remboursement de ses dettes, etc. Quand on regarde ces ratios, on doit pouvoir observer que l'entreprise est en train d'évoluer. Mais dans toutes nos entreprises publiques, comme je vous l'ai dit, ce sont des gros ratios. Et une partie de cet argent, c'est justement à financer des entreprises qui sont censées être performantes par elles-mêmes. Une autre chose, c'est de dire, et M. Aboudi a bien fait de le rappeler, c'est justement de financer des projets qui ne sont pas matures. C'est-à-dire, regardez un peu... il y a 2 ans, on nous parlait de 75 milliards pour les ordinateurs que M. Biapol a offert aux étudiants. Quand vous regardez un projet comme celui-là, où on donne des jouets aux étudiants, parce que si aujourd'hui, vous partez faire un voice pop pour voir si, effectivement, les étudiants qui ont reçu cet ordinateur il y a 2 ans, est-ce qu'ils les utilisent encore? On peut bien se dire, d'aucuns vendent à comment on appelle ça, à l'avenue Kennedy, etc., parce que ça ne vaut pas grand-chose. On peut dire le président, il y a eu 75 milliards qui sont sortis et que nous, les futures générations, nous allons rembourser. Parce qu'il faut quand même le dire, ces vieux qui contractent des dettes au nom du Cameroun et au nom de nous tous ne seront pas là quand il faut. Il n'y a pas que les vieux, il y a aussi d'autres personnes dans le gouvernement. Bien sûr, je ne refuse pas, mais majoritairement de cette tranche d'âge-là. Donc aujourd'hui, on peut effectivement se dire, quand vous contractez une dette comme ça et que on ne voit pas l'effet sur les problèmes. Parce qu'en même temps, on pouvait se dire, est-ce qu'on a interrogé les étudiants et pour savoir si c'est ce qu'ils avaient besoin. Vous comprenez un peu? Et j'étais ce week-end à Douala pour faire une formation justement à travers l'appui de l'ambassade d'Allemagne et de la fondation Friedrich Ebert sur cette question de montage de projet aux jeunes leaders. Et donc, on montre à travers le montage que si, y compris les projets du gouvernement échouent, ça veut dire que vous, le petit citoyen, vos projets peuvent échouer. Mais le problème n'est pas les types de projets. Vous comprenez un peu? C'est l'utilisation et les acteurs qui conduisent ces projets très souvent. Parce que M. Aboudi a bien dit, il y a des projets qui, très souvent, ça dit l'argent arrivé, mais toutes les études de faisabilité n'ont pas été faites sur le terrain. Parce que réaliser un projet, c'est d'abord faire une étude de faisabilité et donc dessiner le projet sur le papier pour voir dans quelle mesure les objectifs du projet, que ce soit l'objectif global et les différents objectifs spécifiques seront réalisés. Mais dans notre cas, c'est très souvent pas le cas parce qu'on est dirigé par des gens qui mettent le gain en avant, des gens qui viennent même investir et puis ils vous disent j'ai quoi dedans. Donc c'est tout ça qui bloque le Cameroun et qui font que finalement on investit dans des projets qui sont improductifs. Alors, raison de l'endettement du Cameroun, vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Les raisons de l'endettement du Cameroun, ce sont des raisons multiples. Je ne veux pas revenir sur la façon que Maurice m'a présenté, mais il faut avouer qu'il y a des projets qui avaient été prévus avec un certain montant qui, au final, sont allés au-delà de ce montant. Je prends par exemple le projet du Stade Olembe. Oui. On a prévu, je crois, 153 milliards pour terminer le projet, mais au vu des problèmes, qu'on a connus durant, n'est-ce pas, la confection, la réalisation de ce projet, on est donc allé au-delà, à plus de 213 milliards, je crois, et ce n'est même pas fini. Donc, il y a donc un certain nombre de projets ainsi qui souffrent non pas de maturation, mais dans tous les cas de réalisation. Parce que sur le terrain,
il y a eu d'autres réalités, n'est-ce pas, qui se sont présentées. Et pourquoi est-ce que l'endettement est allé... On parle de Menvelle, par exemple, à 450 milliards. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que ces projets de 2017, pratiquement, à 2021, ça a augmenté? Pourquoi? Parce qu'il fallait, n'est-ce pas, terminer un certain nombre de projets. Mais est-ce que c'est la seule raison, n'est-ce pas, de l'endettement du Cameroun? Je dis non, ce n'est pas la seule raison. Il y a également, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème, n'est-ce pas, lié au déficit structurel, n'est-ce pas, dans notre économie, à travers la monnaie. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, d'un montant de 483 milliards, qui sont arrivés par une fluctuation monétaire qui fait que, n'est-ce pas, le Cameroun soit endetté, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nos problèmes de monnaie, malgré l'arrimage à l'euro, avec ce que le dollar fait, n'est-ce pas, sur le terrain, nous sommes, n'est-ce pas, obligés, n'est-ce pas, d'être endettés à ce niveau. Ça, c'est également, n'est-ce pas, une deuxième raison qui est absolument importante. Et je crois que ce sont les deux raisons fondamentales qui font que, n'est-ce pas, le pays soit endetté. On ne va pas parler, n'est-ce pas, de la dette intérieure, parce que bon, la dette intérieure, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à notre économie de tourner. Les raisons de la dette intérieure, pourquoi? Mais oui, là, on n'a pas beaucoup abordé cette oui, c'est comme un cycle, c'est cyclique. Oui, mais parce qu'il faut payer, n'est-ce pas, les créanciers internes pour permettre, n'est-ce pas, à l'économie, à l'économie de fonctionner. Maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, la non-productivité de certaines entreprises. Je crois qu'il y a de cela quelques années ou quelques mois, beaucoup de sociétés d'État publiques à capitalisation publique ont signé une sorte de contrat de performance pour être beaucoup plus rentable, parce que c'est réel ce que vous dites. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est réel. Quand une entreprise devient, n'est-ce pas, un gouffre à sous, il faut absolument, n'est-ce pas, en faire, pour rendre cette entreprise performante, que les responsables de cette entreprise signent soit un contrat de performance, soit on restructure, n'est-ce pas, l'entreprise, pour que l'entreprise, n'est-ce pas, soit productive. Il y a un comité technique de réhabilitation des entreprises. Qu'elles ne soient pas très bien, quels sont les résultats qu'ils donnent. N'est-ce pas, qui bouffent de l'argent, font partie également de celles qui endettent l'État. Il faut le dire, c'est la pure vérité. On ne peut pas cacher ce genre de choses. Alors, Maurice Comon, sur la question de la dette intérieure aussi, ça c'est un problème, même si ici on a beaucoup plus mis en avant les risques sur la dette extérieure. Vous interviendrez aussi sur la question. Bien sûr, la dette extérieure représente pratiquement 92%. Oui. C'est-à-dire que les 8% restants, c'est la dette intérieure. Justement, c'est pour faire tourner l'économie, comme Sa Majesté le dit, mais en même temps, vous savez, nous, les comptables, dans l'exercice de notre fonction, on voit beaucoup de choses. On voit souvent beaucoup de choses, et puis si on se met sur le plateau d'Equinox à dire un certain nombre de choses, peut-être les clients de mon cabinet ne seront plus là. Mais la réalité, c'est que avec, vous savez, la structuration des marchés, des types de marchés qu'il y a au Cameroun, vous avez au plus bas de l'échelle ce qu'on appelle les bons de commande administratifs, ce qu'on appelle vulgairement justement les 4-9, ou des directeurs d'entreprises publiques, les ministres, etc., les directeurs. Ils peuvent décider comme ça, sans aucune honte, de donner 10 4-9 à une amie, des coquins, etc. C'est-à-dire que c'est un argent qu'on donne aux gens, c'est-à-dire c'est une distribution de la richesse nationale à ses amis. Vous comprenez un peu? Dans la plupart des cas. Sans compter que une bonne partie de cet argent, on distribue, mais les gens les marchés ne sont pas exécutés. Moi, je vous le dis en connaissance de cause, parce que mon travail au quotidien, c'est d'enregistrer
les marchés il publics faut des clients. ça. Non, mais je dis, vous ne pouvez pas, dans votre entreprise, enregistrer des gens qui font le faux et qui font le faux dans l'État du Cameroun sans que vous ne le dénoncez. Il faut dénoncer ça. Je dis encore. C'est pas à moi de vous dire ça. Vous savez que vous devez le faire. Je dis encore Sa Majesté, jusqu'au plus haut point. C'est-à-dire que jusqu'au premier ministère, par exemple, où il y a des marchés, des gens donnent des cadres neufs aux gens. Et puis, on enregistre normalement. Je fais mon travail de comptable. C'est-à-dire que faire toute la paperasse, s'assurer que l'enregistrement a été bien fait, etc. et donner aux clients. Mais vous faites du Mais quand il revient, c'est-à-dire que celui qui est le comptable là-bas, celui qui réceptionne, qui donne le PV de livraison, qui peut donner un PV alors que rien n'a été livré. C'est-à-dire que dans un cas neuf, tu vois par exemple livraison de tables, directeurs, des chaises, etc. Et puis peut-être des écrans 3D. Mais rien n'a été livré. Mais quand vous y allez, il vous dit, bon, donne-nous tel montant là, et puis on va vous donner toute la paperasse en réalité qui montre que vous avez livré. Alors rien n'a été fait. Vous comprenez un peu? Donc, mais ça creuse l'endettement. Ça creuse l'endettement également. Vous comprenez un peu? Et ces biens seront après achetés en réalité par l'État. C'est-à-dire que quand, parce que si justement on observe que soit il n'y a pas un écran dans un bureau où les chaises sont déjà mises, en tout cas doivent être changées, et qu'on ne les change pas, celui qui va venir, donc à un moment donné, il va falloir les acheter. Or, entre-temps, c'est un marché qui est déjà passé en réalité. Et il y a donc des doublons de ce type-là qui feront et effectivement que l'endettement de l'État soit creusé. Mais une autre chose, c'est que quand tout à l'heure je parlais des dettes improductives, c'est que très souvent on finance des projets justement qu'ils ont immaturés. Prenez un projet comme celui de Mekim et je reviens à ce que vous avez dit sur le barrage de Mevele et sur les stades, parce que vous dites bien qu'on peut voir les cas, c'est-à-dire que dans la réalisation d'un projet, on peut faire justement des ajustements, mais sauf que les ajustements qu'on observe au Cameroun, c'est tout simplement quand il faut augmenter, c'est-à-dire comme si on avait mal évalué le coût du projet et que bon, un projet qui était évalué à 400 milliards, il faut ajouter 20 ou 30 milliards parce que toujours des voilà. Donc pourquoi on le fait alors qu'il y a également des projets qu'on peut surestimer? Et puis, dans la réalisation, on constate que peut-être le montant, le coût du projet est élevé. Mais, quand vous prenez, des raisons, bien sûr, quand vous prenez un projet comme celui du barrage de Mekim, par exemple, c'est-à-dire qu'en 2011, quand le président Biya faisait sa campagne, on vous dit que c'était l'un des petits projets en termes de barrage, parce qu'on vous parle de 30 milliards par là, pour produire 50 mégawatts d'électricité. Or, aujourd'hui, en 2020, dans 15 mégawatts justement par là, donc qui devait coûter 30 milliards. Et à l'époque, quand vous observiez déjà ce montant-là, par rapport au standard de l'industrie, c'était excessif. Parce que pour produire 1 mégawatt d'électricité, selon les difficultés de l'environnement que vous trouvez, on va vous dire c'est 1 million à 1,5 million par là. Vous pouvez convertir en France et voir ce que ça donne. Mais à l'époque, 30 milliards pour 15 mégawatts, c'était excessif par rapport au standard de l'industrie. Je vous dis aujourd'hui combien on a dépensé pour ce projet-là. Nous sommes pratiquement à 75 milliards pour produire moins de 10 mégawatts d'électricité. C'est-à-dire que ça vous dit que le mégawatt vous revient pratiquement à 16 milliards de francs CFA. C'est complètement excessif par rapport au standard de l'industrie. Vous comprenez un peu? Et donc, quand vous avez des projets de ce type-là, où on y met de l'argent et il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas l'effet qui suit, qui est celui de donner l'électricité aux Camerounais. Parce qu'en fin de compte, M. Zogo, quand on utilise l'argent des Camerounais de cette manière, ce n'est pas ces multimilliards qui importent les Camerounais. C'est qu'au final, on ait de l'électricité dans les ménages. Mais cela, malgré le fait qu'on met des avenants à n'en point fini sur des projets, le résultat en termes
de satisfaction des ménages ne suit pas. Oui. On est en train de faire Equinox soit ce soir. Et vous savez très bien que les environs de Yaoundé et peut-être quelques quartiers de Yaoundé, à plus de 60% ne vont pas regarder cette émission parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà. Monsieur Sa Majesté, c'est votre pouvoir qui est comptable de cela. Non, c'est pas ça. Nous sur la dette intérieure, les raisons sont celles que nous avons évoquées. Donc, vous n'avez pas... Il faut juste que vous rectifiez le tir dans votre entreprise, que vous-même, vous ne fassiez pas du tort à l'État, en dénonçant ceux qui viennent, n'est-ce pas, faire du tort à l'État. Mais c'est ce qu'il a fait, là, ce soir. Il l'a fait. Alors, ici, Dabou Diatou sur... Le ratio, d'abord, je crois que c'est autour de 12%, quand même, la dette intérieure, puisque la dette intérieure est à peu près à 3 000 milliards sur les 12 390. Donc, le ratio, c'est un peu plus de 8%. Non, c'est un peu plus de 12%. 12%. Voilà. Mais maintenant, bon, les problèmes qui ont été évoqués là me semblent des problèmes de gouvernance qui détruisent tout l'argent, même l'argent collecté, même collecté à travers l'impôt et tout ça. Parce que quand moi je regarde les restes à payer, qui sont le fait où vous réalisez une prestation pour l'État et l'État ne vous paye pas. Oui. Il reste à payer de plus de 90 jours. Parce que le délai, la norme 90 jours qu'on intègre dans la dette me semble un montant dérisoire, quoi. Donc, pour moi, le problème de la dette intérieure, c'est son paiement. Hein. C'est pas bon. 3 000 milliards, c'est pas important. Mais on n'arrive pas à les payer quand même. Enfin, il y a des lenteurs dans le paiement de la dette intérieure. Et, enfin, c'est ça pour moi, c'est ça la plus grosse difficulté. Parce on évoquait tout à l'heure quand même les raisons de cet endettement aussi, qui sont quand même, Oui, mais en fait, je disais que ces raisons-là sont des problèmes de gouvernance globale quelle que soit l'origine des fonds, ces problèmes se posent. Oui. C'est pourquoi je disais que même quand l'État collecte l'impôt, son utilisation peut être questionnée justement à travers ce qui a été dit. Mais ce que je voulais dissocier ça de la dette. Ce n'est pas forcément parce que c'est la dette qu'on distribue ou qu'on gère mal. Vous comprenez? On gère mal parce qu'on gère mal. Que l'argent provienne de la dette, qu'elle provienne des ressources propres. Bon, c'est pourquoi je voulais dissocier ça en fait des problèmes. C'est vrai que le fait de mal gérer peut vous pousser à vous endetter davantage puisque vous gérez mal, vous ne résolvez pas les problèmes pour lesquels vous vous êtes endetté et ces problèmes se reposent à nouveau et vous poussent à nouveau à vous endetter. Vous entrez dans un cycle qui peut être compliqué. Donc, en fait, les problèmes de gouvernance sont importants autant pour moi, mais quelle que soit la provenance de l'argent de l'État, c'est-à-dire que ces problèmes de gouvernance se posent aussi bien pour la dette que pour les fonds propres. Donc voilà. Mais oui, vous avez évoqué déjà la question de l'utilisation de ces fonds en parlant de la question de la maturation des projets. Oui, mais quand même, on a ces exemples sur les stades, sur les barrages hydro et les barrages électriques qui sont quand même assez récurrents. Oui, est-ce que finalement aujourd'hui sur ce point-là, quel est le chemin qu'on emprunte? Utilisation des fonds liés à la dette et tout le reste. On n'a pas de grands projets structurants, mais avant, est-ce qu'ils ne sont pas un peu déstructurés finalement? Non, enfin, je veux dire, on a des projets structurants. C'est-à-dire qu'au moins dans l'idée de projet. Parce que, mais maintenant, la difficulté, comme je vous ai dit, c'est dans le processus qui part de l'idée du projet jusqu'à sa matérialisation. Et c'est cet ensemble de problèmes-là qui rend notre endettement moins productif qu'il aurait pu l'être. Vous voyez, et comme l'endettement est moins productif, ses impacts sur l'économie en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois, en termes de paiement même de l'impôt, qui va permettre plus tard aussi de rembourser la dette, sont différés et nous créons des difficultés. Donc, c'est pour moi, si
on devait se concentrer sur quelque chose, c'est sur ce processus-là. Oui. Il faut que le management de projet soit sain depuis l'idée du projet jusqu'à sa réalisation. Parce que non seulement lorsqu'il y a des biais, il y a des problèmes de gouvernance dans ce processus, les gains des projets sur l'économie sont retardés, les coûts des projets sont élevés, parce que les projets coûtent aussi cher parce que les délais ne sont pas respectés. Absolument. Puisque, qu'est-ce qu'il y a dans les coûts des projets? C'est l'immobilisation, par exemple, d'un engin. Oui. Imaginez que le projet a été conçu pour durer 2 ans, et vous finissez par faire 8 ans là. Vous voyez que la durée d'amortissement de l'engin peut même être dépassée et vous êtes obligé d'acheter un nouvel engin parce que vous avez prolongé les délais et ça augmente les coûts de projet et donc ça a aussi un impact sur... L'autoroute Yaoundé-Douala, c'est depuis 2013. Voilà, 60 km sont à peine terminés, je crois que c'était en 2021. Le problème maintenant, c'est qu'on a fait 60 km qui s'arrêtent, disons quoi, en brousse. Oui. Et donc, il faut donc faire ce qu'on appelle des voies de raccordement pour raccorder le réseau existant à l'autoroute, pour au moins utiliser déjà les 60 premiers kilomètres. Voilà. Oui. Et les coûts sont quand même problématiques. Ça, on peut pas, ça dit que c'est quand même un sérieux problème, puisque cette autoroute-là, les dernières estimations chiffrent le coût à plus de 400 milliards. Oui. C'est quand même, voilà, pour 60 km. C'est énorme. Voilà. Et le deuxième tronçon n'est pas encore engagé. Voilà, bon, là on parle de PPP pour le réaliser. Partenariat public-privé. Mais le PPP contient toujours des risques, hein, parce que selon le type de PPP mis en place, l'État peut se retrouver soit en train de perdre l'infrastructure. Oui, puisqu'il faudra d'abord que les financiers... Non, parfois, il y a des types de PPP qu'on appelle les PPP à paiement public. Oui. C'est-à-dire qu'on dit au type que, bon, écoute, fais-nous la route, on va mettre un péage et nous pensons que le péage là va vous donner 10 000 par jour et ça va permettre de rembourser votre investissement. Sur tel nombre d'années. Voilà. Bon, eh bien, le type dit donc, signez-moi un papier pour dire que si je construis la route, on met le péage, ça ne donne pas le montant que vous avez dit là. Vous payez le surplus. Oui. Hein? Donc, derrière les PPP, il se cache quand même des risques qui peuvent augmenter la dette. Vous comprenez? Qui peuvent aussi la rallonger d'ailleurs. Oui. Dans la durée. Oui, bien sûr. Oui, parce que dans ce type de PPP là, c'est pourquoi on dit que quand on doit faire un PPP, on doit aussi bien étudier la rentabilité du projet. Parce que les PPP sont bons lorsque les projets sont rentables. Du coup, l'exploitation du projet rembourse l'investissement. Et avec le bonus, enfin, le bénéfice, puisque personne n'investit. Pour ne pas avoir des bénéfices. Mais maintenant, si vous faites un PPP sur un projet qui n'est pas rentable, vous allez sortir de l'argent de votre poche. C'est le cas, par exemple, de l'autoroute Kribi-Lolabé. Oui. Vous avez vu, malgré les tarifs, les premiers jours, ça ne marche pas très bien. Malgré les tarifs du péage, là, l'État devrait encore prendre l'argent dans sa poche pour ajouter, afin de pouvoir rembourser l'investissement consenti pour les 38, je crois que c'est 38 km. Donc, voilà, ça dit que vraiment, de mon point de vue, le seul problème que le Cameroun a, c'est dans la conduite de ses projets. Si le Cameroun conduisait d'abord dans la sélection, parce que tout ça, quand j'ai dit de l'idée jusqu'à dans la sélection, parce que je vais vous dire quelque chose. Le barrage de Menveleu, par exemple, est un mauvais projet. Dans quel sens? Il n'aurait pas dû être fait, c'est un éléphant blanc. Il n'aurait pas dû être fait à Menveleu. Oui. Pourquoi? Parce que Menveleu a un débit. Parce que les turbines qu'on installe là, quand vous dites que Menveleu c'est 211 mégawatts de puissance installée, mais il faut que la puissance de l'eau fasse tourner les 4 turbines pour que ça produise de l'électricité. Or, si le débit est faible, la puissance installée sera là, mais la puissance réelle produite par le barrage sera de loin inférieure. D'ailleurs, il y a des moments où Menveleu est à 0. Zéro. C'est-à-dire que pendant l'étillage, Menveleu est à 0, donc il ne produit rien. Parce que le débit, le cours d'eau baisse.
Or, si on avait mis ce barrage-là sur la Sanaga, voilà, on aurait de 211 mégawatts de puissance installée toute l'année. Voilà. Bon, les gens vont vous dire qu'il y a des choix politiques derrière. Il fallait aussi un barrage de tel côté. Mais alors, il faut savoir mieux apprécier parce que de toutes les façons, c'est l'État qui perd. Dans le sud, on aurait pu faire un investissement beaucoup plus approprié qu'un barrage. Vous voyez? Donc, c'est tout ça. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Ce sont les choix dans les projets. C'est le processus de maturation des projets et le processus de réalisation des projets. Si on résout ces problèmes-là, la dette va devenir plutôt un levier de développement qu'un problème en soi. Oui. Alors, utilisation des fonds reçus, il y a aussi un problème là. Vous dites, il y a un problème. Mais absolument, il y a un très gros problème. C'est-à-dire que si Aboudi a évoqué le problème de l'autoroute Yaoundé-Douala, mais quand vous observez justement les 60 premiers kilomètres qui ont été réalisés, qui finalement s'achèvent dans une broussaille. C'est-à-dire que ça, pour l'instant, ça ne sert pas aux usagers de la route qui prennent cet axe-là. Et on vous dit bien qu'il faut un rallongement pour ramener cette route sur la route principale qui quitte de Douala pour Yaoundé aujourd'hui. Et puis, c'est des coûts supplémentaires pour 12 ans dans la réalisation d'un projet comme celui-là. C'est-à-dire que c'est excessif. Vous comprenez un peu? Maintenant, regardez un peu un projet comme celui des maniocs, de l'usine de manioc de Saint-Mélimar, où on a pris quelques dettes pour ça là. C'est-à-dire que vous avez une bonne idée de dire, et le gouvernement camerounais, le gouvernement de M. Biapol a cette très bonne idée là, de dire il faut financer une usine de manioc pour les populations de Saint-Mélimar. Mais aujourd'hui, l'usine est là. Oui. C'est-à-dire que l'usine est là. Une usine de manioc, sans manioc. On vous a compris. Nous retournons, nous marquons un arrêt pour retourner à Douala où nous allons suivre le journal présenté par Julienne Bissaï.